L'objectif de ce troisième module est de compléter notre exploration du fonctionnement du marché du travail en abordant ici la question de sa segmentation. Sans complètement délaisser l'observation de l'atelier, les sociologues du travail ont acquis la conviction qu'il importait de développer une sociologie de l'emploi apte à rendre compte du marché du travail comme construction sociale. Dans ce cas, quelques-unes des frontières traditionnelles entre sociologie de l'emploi, du travail, des professions tendant à s'effacer au bénéfice d'une approche intégrée qui souligne les effets réciproques de ces différents niveaux d'analyse. En découle ainsi une analyse institutionnaliste de l'emploi qui s'efforce de mettre en évidence la diversité des formes de régulation du marché du travail et les conséquences de celle-ci pour l'expérience concrète du travail. Dans cette perspective intégrée, il importe de sortir de l'analyse des seuls espaces productifs, comme les usines, les ateliers, etc., pour saisir les enjeux plus larges qui pèsent sur les modes d'organisation du travail. Dans cette construction des relations de travail, l'État joue un rôle non négligeable. La mise en place d'un droit social dont l'impact est variable d'un pays à l'autre est une façon de réglementer les modalités d'usage du travail salarié et de soustraire au moins en partie les protagonistes de la relation salariale aux seules forces du marché, comme le dit Michel Lallemand sur les analyses de la société salariale chez Castel. Ainsi, l'État intervient sous différentes formes pour modifier les conditions préalables à la rencontre d'une demande et d'une offre de main-d'œuvre. Comme le dit encore Michel Lallemand, dans son ouvrage de 1996 cité dans la bibliographie de ce cours, la politique sociale menée par l'État a des conséquences directes sur certaines catégories d'actifs, que ce soit pour les prémunir des excès de la concurrence avec le versement d'un revenu minimal, ou à l'inverse pour restaurer les conditions de cette dernière avec l'autorisation du travail de nuit des femmes par exemple. On peut donc affirmer avec Michel Lallemand que les règles qui organisent les relations de travail sont tout autant des cadres qui orientent les stratégies des acteurs du marché du travail que le produit, plus ou moins stabilisé, des interactions entre ces derniers. Quelle forme ou non système, ces règles sont donc au fondement de régulations multiples qui, en s'agrégeant et en s'échelonnant du niveau de l'atelier au niveau sociétal, contribuent directement au fonctionnement et au dysfonctionnement du marché du travail. C'est cette dimension de construction sociale que nous allons aborder dans ce module en détaillant une des théories relatives au fonctionnement du marché du travail, à savoir la théorie de la segmentation. Nous verrons donc dans un premier temps ce que recouvre cette idée de théorie de segmentation du marché du travail, avant d'en aborder les critiques et de montrer comment on est passé aujourd'hui d'une question de la segmentation à la question de la flexibilité du marché du travail. Les premières tentatives de théorisation systématique de la réglementation du marché du travail sont effectuées par deux économistes américains, Doringer et Pior. Ils cherchent à saisir les logiques à l'œuvre dans la gestion de la main-d'œuvre et les expériences de travail aux USA. Leur analyse va à l'encontre de la théorie économique conventionnelle, selon laquelle les niveaux de rémunération, l'allocation des postes de travail et les décisions de formation relèveraient d'une pure logique de marché. Il propose dans un premier temps de caractériser les marchés du travail au niveau de l'entreprise en deux grandes catégories idéales typiques, et il distingue ainsi ce qu'il nomme le marché du travail interne et le marché du travail externe, dont le fonctionnement correspond effectivement au mécanisme attendu de la théorie économique classique de l'allocation des ressources. Cette première distinction leur permet de décrire deux modèles de régulation du travail qui coexistent au sein de l'économie américaine des années 60. Dans le cadre du marché du travail interne, il s'agit ici d'utiliser ce terme pour décrire certaines stratégies de gestion de la main-d'œuvre par les entreprises. Il caractérise une situation où la gestion de la main-d'œuvre est déterminée par un ensemble de règles, comme par exemple des règles d'avancement à l'ancienneté, et non pas par une logique d'adéquation entre offre et demande de travail. Il vaut autant d'ailleurs pour les marchés du travail salarié que pour les professions. Ce marché interne fonctionne globalement selon les règles du Fordisme et du Toyotisme. D'après Doringer et Pior, ce sont essentiellement les grandes entreprises insérées sur des marchés à la demande stable et prévisible qui ont opté après la Seconde Guerre mondiale pour une telle stratégie de stabilisation de la main-d'œuvre. En organisant un marché interne qui assure des perspectives de carrière et une stabilité de l'emploi, les entreprises ont trouvé le moyen de diminuer les coûts d'embauche, de rentabiliser au mieux les qualifications spécifiques délivrées à leurs salariés et enfin de créer de la cohésion sociale en leur sein.
À l'inverse, le marché externe est une forme particulière de gestion de la main-d'œuvre qui coexiste avec des logiques de marché externe, caractérisées par une fluctuation de la demande de main-d'œuvre en fonction de la conjoncture économique et financière de l'entreprise et par une rotation forte des salariés dans le temps. Sur le marché externe, les entreprises ont peu d'intérêt à investir dans la formation de leur personnel ou à organiser des voies clairement identifiées de progression de carrière en leur sein. Cette première distinction, opérée par Doringer et Pior, permet de dégager de nouvelles lignes de partage au sein même des groupes professionnels ou des métiers, non pas en fonction du niveau de qualification de départ, ni d'ailleurs selon le degré de mécanisation ou d'automatisation des processus de production comme on a pu le penser dans les années 70, mais bien selon le type de l'entreprise dans laquelle les salariés sont embauchés. Cette distinction permet de bien mieux comprendre les différences de rémunération qui existent au sein d'un même corps de métier ou même au sein d'un même secteur d'activité économique. Reportée au niveau macro-social, cette distinction opérée entre des entreprises aux pratiques divergentes de gestion de la main-d'œuvre permet d'élargir le spectre de la typologie de Doringer et Pior. À ce niveau d'analyse, il s'agit alors de différencier entre ce qu'ils appellent un marché primaire du travail, qui ouvre l'accès au marché interne des grandes entreprises et aux professions très qualifiées, et un marché secondaire du travail, qui concerne les salariés occupant des postes n'exigeant peu de qualifications ou d'aptitudes, mal payés ou avec peu de perspectives d'avancement. Au sein même du marché primaire, Pior va jusqu'à distinguer deux segments. Un marché primaire supérieur, composé de salariés mobiles et très qualifiés, et un marché primaire inférieur, caractérisé par une moindre qualification formelle, mais par une grande stabilité de l'emploi. Ainsi, en tant que telle, la mobilité des salariés entre entreprises en cours de carrière ne constitue pas un indicateur empirique fiable de leur appartenance au marché primaire ou au marché secondaire. Il faut plus tenir compte du niveau de qualification et la rareté de leurs compétences sur le marché du travail. La typologie de Doringer et Pior a exercé une influence considérable sur les recherches en sociologie du travail à la fin du XXe siècle. La théorie dite du marché dual du travail a été opérationnalisée et approfondie dans de nombreuses recherches portant sur des métiers ou des secteurs d'activité très diversifiés et dans plusieurs contextes sociétaux. Vous pourrez en trouver des références en bibliographie. En effet, plusieurs auteurs ont affirmé que les femmes, ainsi que d'autres groupes sociaux marginalisés comme les jeunes ou les immigrés, dont on parlera dans le cours sur la discrimination, risquent de se retrouver cantonnés sur les marchés secondaires du travail, alors que les hommes, souvent blancs et autochtones, arrivent plus facilement à monopoliser les emplois dans le secteur primaire et à mettre en œuvre des stratégies d'exclusion et de fermeture de ce secteur de travail. Pior nous dit aussi que la segmentation change d'un contexte sociétal à un autre. Elle n'est donc pas la même en France et aux USA par exemple. À cette dernière observation qu'il faut garder à l'esprit, il convient ensuite de revenir sur chacun de ces marchés du travail. Il est à noter que la distinction opérée entre marché interne inférieur et marché interne supérieur est utile pour mieux aussi caractériser le marché secondaire qui est marqué lui-même en général par un niveau élevé de rotation de la main-d'œuvre, qui traduit un lien distendu des salariés, soit à l'égard de l'emploi en tant que tel, soit à l'égard de l'entreprise, d'un métier ou d'une formation spécifique. Des niveaux de rémunération inférieurs à ceux pratiqués à niveau de qualification et de compétences égales sur le marché interne. Peu d'avantages sociaux liés au travail, comme par exemple des caisses de retraite complémentaires. Des mauvaises conditions de travail, on pense ainsi à la dangerosité des lieux. Des faibles perspectives de carrière ou d'avancement, y compris à l'ancienneté, de faibles possibilités de formation ou de reconnaissance de nouvelles compétences acquises dans le cadre de l'emploi occupé, de nombreux CDD, de nombreux contrats à temps partiel, un très faible niveau de qualification qui, comme l'on dit, correspond à une individualisation des relations de travail dans la mesure où on assiste à une baisse des protections collectives, des relations personnelles entre salariés et encadrement avec un faible degré de formalisation des relations hiérarchiques. De plus, certains auteurs associent au marché secondaire un faible niveau de qualification des salariés, mais ce dernier indicateur est toutefois à prendre avec précaution dans la mesure où des salariés pourtant qualifiés peuvent se retrouver sur des emplois du marché secondaire. On pense en particulier aux journalistes pigistes. Ainsi, plus que le niveau de qualification en tant que tel, il paraît plus judicieux de retenir l'idée d'une inégalité face à
la variabilité de la conjoncture économique. A l'inverse, le marché primaire, lui, se caractérise donc par des logiques contraires. Ainsi, on y retrouve une grande stabilité de l'emploi avec, en très grand nombre, des CDI à temps plein. Les plans de carrière et les possibilités de formation y sont nombreux. Il y existe un taux élevé de syndicalisation du fait de la permanence des relations de travail et du fait que les travailleurs se côtoient, ont des relations et peuvent ainsi se regrouper pour défendre leurs intérêts. Des rémunérations élevées, de bonnes conditions de travail, des avantages liés à l'emploi et des relations professionnelles avec la hiérarchie qui sont formalisées et dépersonnalisées. Cette approche du travail permet notamment de comprendre le phénomène des working poors que l'on retrouve en Grande-Bretagne, qu'on retrouve aussi à certains égards en Allemagne avec les Nebenjobs. Et il s'agit de comprendre que, ou ce que vous connaissez peut-être aussi comme les 1 Euro Jobs, il s'agit de comprendre que selon les marchés sur lesquels ils se retrouvent, les salariés peuvent être objectivement en situation de pauvreté sans pour autant être privés d'emploi. Ainsi, à partir de l'approche en termes de segmentation du marché du travail, il est possible d'analyser avec plus d'attention les processus complexes de mise en adéquation des emplois, qui ont des caractéristiques variables, et des employeurs, ayant des caractéristiques sans nécessairement de lien avec leur qualification ou leurs compétences, objectives, mais transformées en critères de répartition entre des positions différentes sur les marchés. Toutefois, l'approche en termes de segmentation a également attiré un certain nombre de critiques. Dans un article de 1985, Anselme et Weiss affirment qu'il est pratiquement très difficile de différencier entre des emplois qui seraient intrinsèquement beaux ou mauvais, sans tenir compte d'au moins 3 critères supplémentaires. D'une part, leur position au sein de la structure interne des emplois dans telle ou telle entreprise. Ensuite, la position de l'entreprise elle-même dans le marché du travail local. Et enfin, les caractéristiques des individus qui occupent ces emplois. Il cite notamment le cas des emplois déboueurs dans différentes villes françaises. Bien que le contenu de ces emplois soit partout identique, globalement stigmatisés en tant que dirty work, ces emplois correspondent à une logique de marché secondaire à Paris et de marché primaire à Marseille. À Paris, en effet, ces emplois, bien que relativement stables et assortis du statut a priori recherché d'employé municipal, sont occupés exclusivement par des migrants, alors que ce n'est pas le cas à Marseille, où ces derniers sont activement exclus. Pourtant, rien ne différencie ces postes du point de vue des opportunités de carrière, des conditions d'emploi ou des rémunérations. Les différences entre ces deux villes tiendraient plutôt des caractéristiques du marché local d'emploi, rendant ces emplois-là plus ou moins attractifs au regard des alternatives. En particulier à Marseille, existait ce système de seconde journée de travail ou du fini-parti dans lequel les éboueurs, dès qu'ils avaient fini leur journée de travail en tant qu'éboueurs, étaient autorisés à exercer une autre activité professionnelle. De plus, Anselme et Weiss insistent sur la nécessité d'inscrire ces processus de segmentation dans une perspective historique. Dans une de leurs analyses, ils montrent comment les emplois d'ouvriers dans l'industrie automobile en France sont passés de statut de bons emplois dans un contexte historique antérieur, celui du Fordisme, au statut de mauvais emplois dans le contexte actuel. Ils proposent ainsi de combiner l'analyse de la théorie de la segmentation avec l'approche de Spielerman en termes de ligne de carrière. Cette articulation paraît d'autant plus importante que certains emplois ayant toutes les caractéristiques du marché secondaire peuvent constituer des sas d'entrée vers le marché primaire, alors que d'autres emplois partageant les mêmes caractéristiques et s'inscrivant dans une ligne de carrière en cul-de-sac, ne débouchant sur aucune perspective de stabilisation, de qualification ou de revalorisation. Ainsi, s'il paraît difficile d'identifier les évolutions en cours à partir des enquêtes habituelles sur les conditions d'emploi et de travail, il est relativement facile d'identifier les emplois qui sont caractérisés par des critères associés au marché secondaire du travail, salaire faible, forte rotation, etc. Mais il est beaucoup plus difficile de mesurer à quel point ces emplois s'inscrivent ou pas dans une ligne de carrière qui peut éventuellement mener vers un marché primaire à terme. Du point de vue des salariés, les combinaisons de conditions d'emploi et de travail traversent souvent les caractéristiques des modèles idéal typiques du marché dual. Comme nous le rappelle Silveira, les femmes sont indéniablement plus touchées par le travail en temps partiel, signe du marché secondaire, que leurs homologues masculins, mais elles sont également surreprésentées dans le secteur public, généralement considéré comme plus proche du marché primaire,
en raison à la fois de la stabilité de l'emploi qui y règne et en raison des règles formelles de reconnaissance des diplômes pour le classement des emplois et des salariés. D'après Silveira, une limite majeure aux approches en termes de segmentation du marché du travail se révèle ainsi: la frontière initiale entre marché primaire et secondaire traverse les emplois féminins, un traitement spécifique étant réservé aux femmes occupant des emplois du secteur primaire, sans les garanties afférentes à ce secteur. Or, l'analyse de la segmentation ne rend pas compte des caractéristiques communes aux emplois féminins. Par conséquent, on comprend la difficulté à opérationnaliser empiriquement l'analyse de la segmentation du marché du travail. Il devient également difficile de trouver une mesure consensuelle de la part de l'emploi qui relèverait du marché primaire et celle qui relèverait du marché secondaire. Deux hypothèses alternatives marquent les derniers travaux sociologiques sur ce thème. Première hypothèse, certains auteurs affirment que le marché primaire connaît actuellement un rétrécissement numérique accompagné d'une augmentation corollaire des emplois sur le marché secondaire. Dans ce cas, le schéma conceptuel de la segmentation du marché du travail continue de fournir un cadre analytique potentiellement intéressant à condition de reconnaître les limites inhérentes de cette approche. Deuxième hypothèse, certains auteurs affirment que c'est le marché primaire qui connaît actuellement un processus de flexibilisation ou de secondarisation. Autrement dit, les conditions d'emploi et de travail habituellement associées au marché secondaire seraient en train de se généraliser à la totalité du marché du travail. Loin de constituer un critère de différenciation entre différents types de marchés, la flexibilité deviendrait donc une caractéristique commune à tous les emplois, quelle que soit leur localisation sur le marché, rendant caduques les théories de la segmentation du marché du travail. C'est cette piste de flexibilisation que nous allons explorer maintenant dans la troisième et dernière partie de ce module. On a parlé dans le module précédent de flexibilisation du salariat et de recomposition du salariat. On peut toutefois s'interroger: qui est confronté à cette recomposition du salariat? On peut en effet faire l'hypothèse que toutes les catégories socioprofessionnelles ne sont pas également exposées aux formes atypiques d'emploi. Au risque de simplifier à outrance d'ailleurs, on peut dire que les femmes de ménage sont davantage susceptibles d'avoir des emplois à temps partiel que les ingénieurs et que les journalistes sont plus souvent embauchés en CDD que des traders. Si on reformule cette proposition plus rigoureusement, on peut dire que cette recomposition est susceptible d'avoir des implications sur la segmentation des marchés du travail. Nous venons de voir quelle était la théorie de la segmentation proposée dans sa version traditionnelle à partir des années 70 par Michael et par Doringer et Pior, il apparaît que depuis les années 2000, un certain nombre d'auteurs, en France notamment avec Pierre-Michel Menger, défendent l'idée selon laquelle les emplois courts ne seraient plus uniquement réservés aux individus peu qualifiés, mais qu'ils seraient le support d'un nouvel exercice de la professionnalité. On serait ici face à un néo-professionnel qui passerait d'une mission de courte durée à une autre mission de courte durée, accumulant ainsi dans ses engagements ponctuels du capital humain et du capital social, qui le rendrait de plus en plus singulier et donc moins substituable sur le marché du travail, et qui par ailleurs lui permettrait de s'épanouir dans ce qu'ils appellent la démultiplication de soi. On passerait alors d'une flexibilité qui jusque-là avait été quantitative, à savoir on adapte le volume de la main-d'œuvre aux évolutions de la conjoncture, pour devenir ce que ces auteurs appellent une flexibilité fonctionnelle, où les employeurs embauchent les individus dont ils ont besoin ponctuellement en fonction de leurs compétences pointues. À la fin de leur mission, chacun se sépare, ce à quoi d'ailleurs, selon ces auteurs, tous aspirent. Alors, que constate-t-on dans les faits ? Est-ce qu'il existe effectivement ces néo-professionnels ? Les exemples de néo-professionnalisme et de flexibilité fonctionnelle ne sont sans doute pas inexistants. Toutefois, ils sont statistiquement marginaux. Ainsi, on peut constater, comme on le voit dans le tableau suivant, que si on regarde la stabilité de l'emploi, les deux catégories socioprofessionnelles à sortir du lot sont les cadres et les ouvriers non qualifiés. Si on s'intéresse maintenant à la sécurité de l'emploi, il apparaît que les ouvriers et les employés non qualifiés sous-performent
très fortement. Tandis que si on regarde la sécurité des revenus, ce sont les cadres qui, à l'inverse, vont surperformer. Je vous laisserai prendre plus en détail connaissance de ce tableau, mais qu'est-ce à dire? On voit ici que la segmentation, sa topographie et ses symptômes demeurent finalement assez traditionnels. Plus généralement, rappelons ce que Lemoine et Wasmer, dans un de leurs rapports, montrent, à savoir que le marché du travail en France est certes l'un des plus flexibles, mais qu'il est aussi de plus en plus segmenté. Autrement dit que celui qui est en CDD a moins de chances qu'ailleurs de passer en CDI. Donc, premier constat, la flexibilité fonctionnelle ne touche pas tout le monde. Par ailleurs, ce que l'on a pu constater face aux évolutions du marché du travail, c'est une très forte revalorisation de l'indépendance. En Europe, en effet, c'est ce que souligne le juriste Alain Supiot, coordinateur de Au-delà de l'emploi, un travail collectif au départ commandé par la Commission européenne et paru en 1999, qui constate la perte de centralité et de solidité du statut associé au salariat. Plus que le manque de travail, il souligne la fin de la progression quantitative du salariat aux dépens de l'indépendance et surtout la revalorisation nouvelle de cette dernière, en partant de la loi Madelin de 1991 sur l'initiative et l'entreprise individuelle, et on pourra aller jusqu'aux auto-entrepreneurs de maintenant, à l'injonction aux chômeurs de créer des entreprises, etc., etc. Dans le même temps, cette indépendance juridique affirmée recouvre des dépendances économiques croissantes entre entreprises et entre travailleurs et donneurs d'ordre. Mais le droit, en France et dans la plupart des pays, assimile tout indépendant à un entrepreneur capitaliste et ne prévoit pas de protection particulière s'il est en fait sous-traitant, subordonné par exemple à une autre entreprise. Signalons au passage, qu'Osterman fait le même constat sur les États-Unis en 1999, en insistant plus encore sur les inégalités sociales induites. Il parle avant la crise actuelle à propos des changements intervenus dans les années 80, dans le contexte d'une expansion de long terme, une montée de la bourse, un accroissement de la productivité, mais en soulignant que tout cela ne profite qu'à 20% des salariés, dont les salaires ont augmenté, par insuffisance de gouvernance de ces changements, et non pas par l'effet mécanique de problèmes économiques. En effet, les protections sont prévues pour des stocks de travailleurs et pas pour des flux se déplaçant d'emploi en emploi. Plus profondément aujourd'hui, on assiste à une remise en cause du salariat lui-même comme norme, avec d'une part l'externalisation et la sous-traitance qui font renaître ce que Supiot appelle une zone grise entre le salariat et l'indépendance, qui ressemble parfois au rapport de travail marchand du 19e siècle, ceux des fameux sublimes de l'industrie parisienne de luxe et de la mode. Et Supiot part du retour du marchandage, à savoir un acte par lequel un sous-entrepreneur accepterait, après discussion sur le prix, de fournir de la main-d'œuvre à une entreprise chargée de l'exécution de certains travaux, recevant en échange une commission prélevée sur le salaire ouvrier, pratique abrogée 2 fois suite aux luttes ouvrières en 1848 et en 1919, avec toutefois la différence qu'il existe encore des filets de sécurité fournis par l'État lorsque ce n'est plus qu'un employeur qui assure une protection, lorsque ce n'est plus un employeur qui assure une protection. Deuxièmement, cette remise en cause du salariat se fait en partie à la demande des salariés eux-mêmes pour plus d'individualisation, d'autonomie et un mot d'ordre, l'autonomie dans le travail, l'autocontrôle ou les pressions indirectes, remplaçant en bonne partie la subordination directe au rythme de la chaîne, au contremaître, etc. On pense ainsi par exemple au management par objectif où ceux-ci sont supposés être négociés, où l'évaluation des supérieurs peut être faite par les subordonnés, etc., etc. Comme le sous-traitant, le salarié est toujours gouverné, mais pas de la même manière qu'il y avait cours dans la grande firme intégrée idéale typique. En particulier, l'autonomie en théorie concédée au travail se double d'une pression par la peur du chômage. La subordination comme la protection, se brouille donc et peut prendre les formes qui rappellent plus celles du travail du XIXe siècle. La segmentation du marché du travail et la coexistence d'un marché dual constituent donc un élément déterminant des expériences de travail dans les sociétés européennes contemporaines et plusieurs phénomènes concourent à renforcer les logiques conjointes de fidélisation, flexibilisation de la main-d'œuvre dans les entreprises.
D'une part, la mondialisation des échanges économiques et l'émergence d'un marché secondaire délocalisé. Ensuite, une généralisation des principes de rentabilité et une gestion rationnelle de la main-d'œuvre à tous les secteurs des économies occidentales, y compris le secteur public. Rappelez-vous ce que l'on avait vu l'an dernier dans le cadre du cours de sociologie des organisations. Enfin, une réorientation de la protection sociale du welfare à ce que l'on appelle le workfare. Si au cours du XXe siècle, le travail a effectivement constitué un mécanisme efficace d'octroi des dispositifs de protection sociale, nous assistons actuellement à un curieux retournement de cette situation. Au départ, le système de protection sociale, qui était souvent étroitement lié au modèle de l'homme pourvoyeur de ressources et de la femme qui s'occupait du care à la maison, consistait essentiellement à protéger les salariés des risques de perte du travail, de la perte d'un conjoint en emploi ou en mesure de travailler, ce qui était le welfare, à savoir une solidarité collective de protection des individus contre les risques. Désormais, l'obtention d'un emploi constitue une condition préalable à l'accès à un ensemble de dispositifs de protection sociale. Les droits sociaux sont de plus en plus soumis à des devoirs de la part des bénéficiaires, dont celui de se rendre disponible sur le marché du travail. C'est ce que nous verrons dans le cadre du module sur le chômage, ce qui est aujourd'hui appelé le workfare, qui insiste beaucoup sur la responsabilité individuelle. Pris ensemble, ces trois phénomènes, mondialisation, rationalisation de la gestion de la main-d'œuvre et passage du welfare au workfare, tissent une nouvelle toile de fond aux relations de travail et modifient profondément les règles du jeu de la première modernité, selon Beck. Nous avons vu que la flexibilité est reportée sur certaines catégories de salariés, ce qui constitue une condition de maintien de la stabilité des conditions d'emploi et de travail d'autres catégories d'individus. Ainsi, la flexibilité du marché du travail a des influences sur les expériences de travail dans le cadre de ce que Beck appelle la seconde modernité, qui vont bien au-delà du nombre de la proportion d'emplois flexibles que l'on peut identifier à l'aide d'indicateurs empiriques classiques. Une flexibilisation même minoritaire de la population active modifie les expériences de tous les salariés, y compris ceux du noyau central.